Oh, de mystérieuses chaînes montagneuses cachées sous d'immenses masses de glace, d'étranges créatures translucides à la peau diaphane, des plaines enneigées qui semblent chanter. L'Antarctique recèle ses propres secrets terrifiants. Et désormais, un trou de glace colossal, grand comme la Suisse, ne cesse de s'ouvrir. Les scientifiques viennent enfin d'en percer la cause. Ce trou, nommé Polynie de Maud Rise, fut observé pour la première fois en 1974 puis en 1976 dans la mer de Weddell. Depuis, il joue à se dérober, apparaissant, disparaissant, puis réapparaissant des années plus tard. Et chaque fois, il change mystérieusement de taille. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de comprendre son origine. Puis, en 2016 et 2017, la Polynie a atteint une ampleur exceptionnelle, plus de 30 000 km². Elle est restée ouverte plusieurs semaines durant l'hiver, marquant la première apparition d'une Polynie aussi vaste et durable dans la mer de Weddell depuis les années 1970. Voici ce qu'il faut savoir sur la glace de mer Antarctique. En été, elle atteint son minimum, environ 2590 000 km², ce qui, oui, est considéré comme peu. En hiver, elle s'étend jusqu'à 10 130 000 km², couvrant près de 4% de la surface terrestre d'étranges plaques blanches. La majorité se forme pendant la longue nuit polaire sur les plateformes de glace flottantes entourant le continent. Ces ouvertures dans la glace, appelées polynies, se créent généralement quand de puissants vents venus de l'intérieur repoussent les plaques gelées. Ce même vent glacial fige davantage d'eau de mer à l'intérieur, ajoutant encore à l'épaisseur de la banquise. Mais la Polynie de Maud Rise se situe loin des côtes, là où ces vents ne peuvent agir. En plein océan, de pareils trous sont rares. Ajoutez à cela la réduction générale de la glace dans l'océan austral. De quoi dérouter les chercheurs. Quelles conditions précises engendrent ce vaste et persistant trou de glace? Pour résoudre l'énigme, ils ont analysé une montagne de données. Satellites, capteurs dérivants, et même les relevés d'animaux marins équipés de balises. Ils disposaient aussi d'années d'observation antérieures. Et leur découverte fut étonnante. En 2016 et 2017, le courant circulaire de la mer de Weddell, appelé Gyre de Weddell, était plus fort qu'à l'accoutumée. Cette énergie accrue permit à une eau plus salée et plus chaude des profondeurs de remonter vers la surface. La Polynie de Maud Rise se trouve au-dessus d'une montagne sous-marine du même nom. Durant les années où elle s'est largement ouverte, le renforcement du courant a concentré le sel autour de ce sommet englouti. En surface, les rafales ont balayé la glace, créant un mouvement en spirale qui a littéralement aspiré vers le haut cette eau plus salée. Ce surplus de sel a abaissé le point de congélation, permettant à la Polynie de se former et de se maintenir. Ces ouvertures jouent un rôle crucial pour la planète. L'eau dense et salée qu'elles produisent peut parcourir d'immenses distances, se propageant à travers les océans et influençant les climats du globe. Mais ces vastes entailles glacées ne sont pas les seuls phénomènes étranges et fascinants de l'Antarctique. Et que dire des lacs souterrains, ou plus spécifiquement des lacs subglaciaires? En effet, il existe des lacs entiers, dissimulés sous plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace. Les scientifiques les ont repérés pour la première fois en 1970 grâce au radar, et ils estiment aujourd'hui qu'il en existe près de 400 dans les zones étudiées, sous environ 3000 mètres de glace. Ceux-ci seraient apparus après la séparation de l'Antarctique d'avec le Gondwana, l'ancien supercontinent. Fait surprenant, leur eau ne gèle pas, car la pression exercée par la glace au-dessus est trop forte. Simple question de physique. Le plus vaste, le lac Vostok, découvert dans les années 1990, repose à un peu plus de 3 km sous la glace. Les chercheurs y ont foré pour prélever de l'eau, mesurée à environ 3,33 degrés Celsius, bien que ce lac soit resté emprisonné depuis plus de 28 millions d'années. On compte aussi le lac Williams où une découverte étonnante a été faite en 2014. Une colonie entière de micro-organismes y prospère, à près de 1600 mètres sous la glace. Ces créatures n'ont jamais connu ni lumière ni air libre. Elles tirent donc leur énergie du méthane et de l'ammonium pour subsister. Un autre prodige, visible celui-là, se trouve dans la vallée sèche de McMurdo, une cascade digne d'un film d'horreur.
de l'eau d'un rouge écarlate, semblable à du sang jaillissant d'une plaie dans la glace, s'écoule sur 5 étages, depuis le glacier Taylor jusqu'au lac Bonnet. Une vision troublante, bien qu'elle ait, en réalité, une explication scientifique. L'eau qui alimente les Blood Falls provenait autrefois d'un lac salé aujourd'hui, isolé de toute interaction avec l'atmosphère, les glaciers s'étant formés par-dessus. Enfermée à plus de 400 mètres sous terre, cette eau est devenue extrêmement concentrée en sel, 3 fois plus que celle de la mer, ce qui l'empêche de geler. Elle est également riche en fer et ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'échappe lentement à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air libre, le fer s'oxyde. Autrement dit, il rouille, donnant à l'eau cette teinte rouge sombre si troublante. Avec des paysages si inquiétants, l'Antarctique évoque un désert de glace. Des températures polaires, des précipitations quasi inexistantes et des vents capables de vous renverser. C'est d'ailleurs là qu'a été relevée la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. 89,2 degrés Celsius. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, le continent abrite une faune aussi étrange que fascinante. Longtemps, les scientifiques ont cru que rien ne pouvait subsister sous une telle épaisseur de glace. Ils se trompaient lourdement. Une étonnante diversité d'êtres vivants s'y est adaptée. Des micro-organismes minuscules, des crustacés, d'immenses calmars, et même des araignées dont les pattes pourraient couvrir une assiette entière. D'énormes vers aux soies dorées et brillantes, pourvus de redoutables mâchoires dentées, rôdent également dans les profondeurs glacées. Et puis, il y a le poisson des glaces, un être entièrement translucide, aux grands yeux, dont les organes sont visibles à travers la peau. Ces poissons disposent de protéines antigel naturelles leur permettant de survivre dans les eaux les plus froides, mais ils périraient dans des eaux plus tempérées. Encore plus singulier, ils n'ont pas d'hémoglobine, cette protéine qui rend le sang rouge et transporte l'oxygène. Autrement dit, ils vivent sans la substance même qui permet à la plupart des créatures de survivre. Mais l'Antarctique n'a pas toujours été ce désert gelé que nous connaissons. Il y a des millions d'années, bien avant l'ère glaciaire, il était chaud, luxuriant et peuplé d'une vie abondante. Peut-être même de civilisations disparues. Difficile à concevoir, n'est-ce pas? Les scientifiques l'ont compris en découvrant du bois fossilisé, des restes d'arbres tropicaux et des empreintes de feuilles, signes indéniables d'anciennes forêts pluviales. Ils ont également exhumé des fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et de dinosaures datant du Crétacé. Même les plus petites formes de vie ont laissé leurs traces, des ailes de coléoptères fossilisées, vieilles de 14 à 20 millions d'années, des fossiles unicellulaires et, plus stupéfiant, des cellules spermatiques vieilles de 50 millions d'années conservées sur l'enveloppe d'un ver disparu. Ainsi, il ne vous étonnera sans doute pas d'apprendre qu'au-dessous des épaisses calottes glaciaires de l'Antarctique se dissimule un gigantesque relief montagneux. La chaîne Gamburtseff s'étend sur près de 1200 km et atteint environ 3000 mètres de haut, soit près du tiers de la hauteur de l'Everest. Et pourtant, cet ensemble monumental repose sous une épaisseur de glace variant entre 2000 et 4000 mètres. Découverts en 1958, ces reliefs ont été détectés grâce à une zone de glace anormalement mince et à d'étranges relevés gravitationnels observés lors d'une traversée du continent. Bien que nul ne les ait jamais contemplés directement, les chercheurs en ont cartographié la forme grâce au radar et analysent leur structure interne à l'aide de mesures gravitationnelles et magnétiques. Le plus stupéfiant, c'est que la chaîne Gamburtseff date d'environ 1 milliard d'années. En théorie, elle aurait dû s'éroder depuis longtemps. Le fait qu'elle demeure encore intacte reste une énigme. La plupart des chercheurs avancent l'hypothèse qu'un manteau gelé, enfoui sous la glace, la protège de l'érosion et conserve ainsi cet ancien massif dans un état remarquable. Et pour conclure, sachez que l'Antarctique possède sa propre symphonie. La barrière de glace de Ross, la plus vaste du continent, atteint plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et couvre près de 500 000 km², une superficie comparable à celle de la France. Les chercheurs ont récemment découvert que cet immense plateau de glace chantait réellement. Ce chant étrange naît du vent qui balaie les dunes de neige, provoquant des vibrations dans la glace et un bourdonnement sismique presque continu. On ne peut l'entendre à l'oreille, mais les capteurs sismiques en enregistrent la mélodie plaintive. Cette découverte d'ailleurs fut accidentelle. Les scientifiques avaient installé ces capteurs pour observer d'autres phénomènes liés à la glace. Plus étonnant, la mélodie varie selon les conditions du moment.
La fonte, les tempêtes ou le déplacement des neiges modifient la fréquence des vibrations. Les chercheurs exploitent désormais ce champ envoûtant comme un système d'alerte anticipé. En l'écoutant en temps réel, ils peuvent surveiller la stabilité de la barrière de Ross et détecter les signes d'un éventuel effondrement. Si vous vous aventurez à quelques 2900 km de Madagascar, en plein milieu, de pratiquement nulle part, vous atteindrez les îles Kerguelen. Ce territoire français reculé figure parmi les lieux les plus isolés de notre planète. Aucun aéroport, aucune population autochtone et pas même de Dobroïfi. Seulement des vents impitoyables, des pluies glaciales et une mer déchaînée. Pourtant, ce site recèle un secret colossal sous ses eaux. Ce que vous apercevez au-dessus du niveau de la mer n'est que l'extrémité d'une structure bien plus vaste, les sommets d'une immense masse terrestre ayant en grande partie sombré dans l'océan. Il s'agit du plateau des Kerguelen, un continent perdu, englouti. Ce vaste plateau volcanique, majoritairement submergé, se situe dans l'océan Indien austral, à environ 3000 km au sud-ouest de l'Australie, et atteint près de 3 fois la superficie du Japon. Mais ne tentez pas de le repérer sur une carte mondiale. Pour le voir réellement, il vous faudrait plonger en profondeur, littéralement, puisque d'importants fragments reposent désormais à plus de 1800 mètres sous l'eau. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Pendant de longues périodes, de vastes portions du plateau des Kerguelen émergeaient au-dessus de la mer, formant un immense micro-continent. Cela se situait approximativement entre 100 et 20 millions d'années auparavant. Les chercheurs estiment alors que cette terre était recouverte de forêts denses, peuplées d'arbres tels que des araucarias et des cyprès. Mais ce paysage n'était guère paisible. Les volcans en activité étaient omniprésents, avec des coulées de lave probablement répandues sur le territoire. Et il ne faut pas oublier les dinosaures. Des indices montrent que des lézards et des dinosaures y ont vécu, probablement de petites espèces, et non les plus gigantesques et redoutables. Une autre hypothèse fascinante avance que le plateau des Kerguelen aurait jadis servi de long pont terrestre reliant l'Antarctique à l'Inde. Cette idée a longtemps été tenue pour vraie, mais des recherches plus récentes tendent à la contredire. Même à cette époque, de vastes étendues d'eau libre séparaient encore ces masses continentales. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les arbres ont disparu et les volcans anciens reposent silencieux sous les eaux. Vous vous demandez peut-être comment ce fragment de continent a-t-il sombré et pratiquement disparu. Nous y reviendrons sous peu. Mais il nous faut d'abord répondre à une question essentielle. Comment le plateau des Kerguelen s'est-il formé en premier lieu? L'histoire débute il y a environ 130 millions d'années. À cette époque, la Terre abritait Gondwana, un supercontinent gigantesque englobant ce qui constitue aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Mais avec le temps, il commença à se fragmenter. Et lors de cette dislocation longue et dramatique, qui se déroula sur plusieurs millions d'années, naquit le plateau des Kerguelen. Sa formation est essentiellement due à ce que l'on nomme le point chaud de Kerguelen, une zone profonde de la Terre, où des roches fondues et brûlantes remontent lentement vers la surface. Voyez cela comme un chalumeau souterrain constant, faisant fondre la roche au même endroit pendant de très longues périodes. Et même si ce point chaud demeure fixe, la croûte terrestre se déplace au-dessus de lui. Ainsi, à mesure que le plancher océanique dérivait sur le point chaud de Kerguelen, d'immenses quantités de roches en fusion s'épanchaient, se refroidissaient et s'accumulaient, couche après couche. Sur environ 30 millions d'années, ce processus engendra un massif de roches volcaniques sur le fond océanique. Au pic de ces éruptions, il se déversait chaque année approximativement 18 à 20 cm de lave, l'équivalent de suffisamment de matière pour remplir environ 184 000 piscines olympiques, si tant est qu'il y en eût autant. Progressivement, cette pile volcanique continua de croître, toujours plus vaste, toujours plus élevée, jusqu'à émerger enfin au-dessus du niveau de la mer et former le plateau des Kerguelen. Mais alors, un phénomène étrange survint. Au cours des 20 derniers millions d'années, cette masse terrestre commença à s'enfoncer, lentement mais inexorablement. Aujourd'hui, la majorité de sa surface repose entre 1000 et 2000 mètres sous le niveau de la mer. Seules quelques zones ont réussi à rester émergées, dont les îles Kerguelen, ce territoire français mentionné plus tôt, et les îles McDonald, relevant de l'Australie. Mais comment le reste a-t-il sombré? Les continents ne finissent pas submergés comme s'ils coulaient soudainement comme des pierres. Ce processus résulte plutôt du lent pliement, étirement et déplacement de la surface terrestre sur de très longues périodes. L'enveloppe extérieure de la planète se divise en vastes morceaux,
les plaques tectoniques, qui flottent sur une couche de roches plus chaude et malléable, le manteau. Lorsqu'un continent se trouve étiré de part en part par des forces internes, sa croûte s'amincit et s'affaisse progressivement. Et lorsque cette descente se produit, l'océan n'envahit pas le territoire d'un seul coup. L'eau de mer s'écoule lentement, inondant d'abord les zones les plus basses et transformant la terre sèche en mer peu profonde. Entre-temps, la roche sous-jacente refroidit, et lorsqu'elle se contracte, elle s'affaisse, entraînant la surface à descendre encore davantage. Parallèlement, les sédiments continuent de s'accumuler, presque comme de lourdes couvertures, ajoutant un poids supplémentaire et enfonçant progressivement la croûte. C'est essentiellement ce qui est arrivé au plateau des Kerguelen. Certaines parties émergeaient autrefois, et abritaient même des forêts. Mais le poids colossal du basalte, conjugué au déplacement des plaques tectoniques, les a lentement replongées dans les profondeurs océaniques. Au final, seules les plus hautes crêtes volcaniques sont restées émergées, celles que nous voyons aujourd'hui sous la forme d'îles. Maintenant, voici une question majeure. Si la plus grande partie est immergée, peut-on encore parler de continent? D'une certaine manière, oui. Depuis les années 70, les chercheurs le décrivent même comme un microcontinent. Cela s'explique par le fait que ce qui distingue un continent d'un bassin océanique n'est pas sa position au-dessus de l'eau, mais la nature de la croûte qui le compose. La Terre possède essentiellement deux principaux types de croûtes, la romaine et la napolitaine. Ah non, ça c'est la pâte à pizza. Je voulais dire la croûte continentale et la croûte océanique. Les continents sont constitués de croûtes continentales, plus épaisses, plus légères et généralement beaucoup plus anciennes, ce qui l'a fait s'élever et former des terres émergées. Sa composition est aussi plus proche du granit, issu d'un magma qui se refroidit lentement en profondeur avant de se solidifier. La croûte océanique, en revanche, compose le plancher des océans. Elle est plus mince, plus dense et beaucoup plus jeune, ce qui la maintient sous l'eau, et elle est principalement formée de basalte, issu de la fusion des roches du manteau terrestre remontant à la surface. C'est ici que le plateau des Kerguelen devient véritablement fascinant. Même si la région est presque entièrement submergée, il ne s'agit pas d'un simple fond océanique ordinaire. Bien que constitué d'énormes quantités de basalte, il ne se comporte pas comme une croûte océanique classique. L'accumulation de ce basalte sur des millions d'années a considérablement épaissi la croûte locale. De plus, elle renferme des fragments de croûte continentale issus de la dislocation de Gondwana. C'est donc essentiellement pour cette raison que le plateau des Kerguelen est considéré comme un continent. Mais vous ne trouverez pas le plateau des Kerguelen classé parmi les principaux continents de la Terre, à l'instar de l'Europe ou de l'Afrique. Et, pour être franc, c'est surtout parce que cela compliquerait inutilement les choses. Beaucoup ignorent que la manière dont nous définissons les continents repose davantage sur les conventions que sur une règle scientifique rigoureuse. En effet, si nous commencions à enseigner que le plateau des Kerguelen constitue un continent, il faudrait également réévaluer un grand nombre d'autres régions, telles que la Zélandia, ce vaste fragment de croûte continentale, presque entièrement submergé en Océanie. Et la liste ne s'arrête pas là. La Béringie, le Doggerland, la Mauritia, le Sahul ou le Sunda sont autant de territoires ayant été autrefois émergés ou formés de croûtes continentales, mais désormais partiellement immergés. Imaginez que l'on commence à qualifier toutes ces régions de continents. La Terre passerait alors de 6 continents à 10, 12, peut-être davantage. La confusion serait totale. C'est pourquoi le plateau des Kerguelen est généralement présenté comme un micro-continent ou un continent submergé, et non comme un continent à part entière, et certainement pas comme un incontinent. Cela ne diminue en rien son intérêt. Aujourd'hui encore, cette région demeure volcanique. Le rythme des éruptions a considérablement diminué au fil du temps et reste relativement faible depuis, mais le système continue d'opérer. Et c'est déjà remarquable, car une telle activité ne dure habituellement qu'1 à 5 millions d'années. Ainsi, en quelque sorte, le plateau des Kerguelen se comporte comme l'un des systèmes de supervolcans les plus durables sur Terre, et son activité n'est pas prête de s'arrêter.